Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'Interviewer 3.0. Aujourd'hui, on va parler neurodiversité avec Mélodie Ardouin. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors Mélodie Ardouin, tu as travaillé sur la transformation des méthodes du travail pour le Future of Work dans une grande organisation. Tu as écrit le livre Atypique, 15 idées reçues décryptées sur les atypiques du cerveau. Tu as créé ta société qui est Braining Out. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? En parallèle, en 2020, tu as créé le collectif des réseaux de diversité cognitive au travail. Quel parcours? Est-ce que tu peux le détailler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, en effet, j'ai plusieurs casquettes. J'ai, comme tu l'as dit, une activité salariée. Et puis, en dehors, je fais plein de choses. Donc, ce collectif que j'ai co-créé, qui est un collectif en fait de salariés dans des grandes entreprises qui ont monté un réseau interne pour parler de neurodiversité, justement. Donc, c'est mon cas, c'est le cas d'autres personnes. Et on a décidé de se rassembler pour s'entraider, tout simplement, parce que c'est un sujet qui n'était pas encore abordé. Également, comme tu l'as dit, le livre et le podcast et tout ce que je peux faire en termes d'accompagnement. On va dire que moi, mon parcours professionnel, il s'est toujours fait par la question du non-choix. C'est-à-dire que j'ai toujours préféré ne pas avoir à choisir parce que j'avais plein d'envies différentes, plein de choses. Et en fait, chaque étape, ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce qui me permettait, comme étude, comme poste ensuite, ou là, comme activité plus largement, de continuer à faire plein de choses différentes parce que moi, c'est ça qui me nourrit. D'accord. Et donc, pour nos téléspectateurs, c'est quoi en fait la neurodiversité? Alors, la neurodiversité, déjà pour le dire très simplement, c'est le même principe que la biodiversité appliquée au cerveau. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les cerveaux qui existent sur Terre. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble de la neurodiversité. Quand on parle de neurodiversité, bien souvent, ce qu'on entend, c'est neurodivergence. Donc là, la neurodivergence, en fait, ce sont des individus qui ont un cerveau, pour le dire très simplement, encore une fois, qui diffère un peu de la norme, et non pas de la normalité. C'est important de faire cette différence-là. Donc, qui vont, par exemple, avoir un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui vont être au potentiel intellectuel, qui vont avoir un trouble du spectre de l'autisme, des troubles dys, donc dyslexie, dyspraxie, etc. Puis plein d'autres choses encore, en fait. C'est ce qui va se faire à ce niveau-là. D'accord. Et c'est quoi aujourd'hui l'objectif quand tu as créé Braining Out et ton collectif sur la neurodiversité? Alors déjà, sensibiliser, parce que comme tu le disais très bien, c'est un sujet, en France en tout cas, parce qu'on a un peu de retard là-dessus, qu'on commence par bribes, si on s'intéresse au sujet, à en entendre parler en entreprise. Donc on est encore vraiment dans quelque chose qui est en train d'arriver, il y a tout un futur derrière. Et donc la première chose, c'était de sensibiliser. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a sensibilisé, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que sensibiliser, ça suffit pas. Comment on peut, en entreprise, sur le fonctionnement au travail, en équipe, en manager, en RH et même plus globalement en tant qu'organisation, permettre d'intégrer au mieux cette notion-là pour tout simplement que à la fois les personnes soient dans un bien-être au travail et également ça joue sur la performance de l'entreprise. D'accord. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment parce que en plus, je suis dyslexique, donc c'est un sujet qui me parle d'autant plus. Comment est-ce qu'on peut faire que des personnes qui sont concernées, de neurodiversité, en fait, puissent être heureux au travail et que dans l'entreprise, en fait, il y ait un sujet sur le fait que ces personnes-là soient plus performantes dans une équipe que dans d'autres entreprises. Alors, là-dessus, souvent, je prends la question à l'inverse, parce que souvent, la question qu'on me pose, c'est comment on peut rendre les organisations, comment on peut détecter finalement ces personnes pour mieux les accompagner. À mon sens, on doit voir les choses totalement à l'inverse, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'organisation, manager, quel que soit le niveau, je peux m'interroger sur mes propres biais, sur mes propres pratiques pour les rendre les plus inclusifs possibles. Parce que quelle que soit la différence, alors tu parles de la dyslexie et plein d'autres, en fait, dont certaines où les personnes ne sont pas au courant. Il y a des personnes qui sont dyslexiques et qui s'en rendent compte un peu plus tardivement selon le niveau, qui ont compensé, etc., etc. Donc en fait, on n'est pas forcément non plus au courant de sa propre différence. On peut sentir un décalage, ça peut être un indice, mais parfois on va pas creuser plus loin. Donc c'est pas forcément la réponse à donner. En tout cas, ça va être plutôt de se dire comment je peux revoir les normes, parce qu'il n'y a rien de plus normé qu'une entreprise, pour être dans une inclusion globale et répondre aux besoins. Et c'est là où la différence se fait, en fait, parce que bien souvent, on peut donner l'exemple
je sais pas, l'open space. L'open space, on va dire, c'est pas forcément agréable pour qui que ce soit, quel que soit son profil, neurodivergent ou pas. Là où se joue la différence, c'est qu'une personne, par exemple, qui peut être sur le spectre de l'autisme, qui peut avoir de l'hyperesthésie, des hypersensibilités au son, à la lumière, c'est pas que ça va être désagréable, c'est que ça va vraiment, ça peut aller jusqu'à l'empêcher de travailler ou demander une surcompensation tellement forte que ça va jouer sur sa performance. Donc, si ces besoins-là, on les adresse pas, ça joue au final sur ce que les personnes peuvent apporter à l'entreprise et donc sur la performance de l'entreprise. En fait, le but de l'entreprise, c'est de permettre quand même à ses salariés de donner le meilleur d'elles ou d'eux-mêmes. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, tu parlais que des personnes étaient plus ou moins au courant de savoir si elles étaient concernées justement par cette neurodiversité. Je crois que les femmes le savent moins que les hommes en plus. Alors, il y a un vrai sujet sur les femmes qui me tient particulièrement à cœur. En fait, les femmes, on a constaté que dans les tests qui sont faits, les diagnostics, etc., il y a une femme pour 4 hommes. D'accord. Qui dans la neurodivergence. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de femmes, ça veut dire qu'elles se font moins tester. Et pourquoi ? Parce que, en fait, pendant des années, notamment sur le trouble du spectre de l'autisme ou sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les tests ont été faits par et pour des garçons ou des adultes, mais c'était plutôt d'abord des enfants. Donc par exemple, un hyperactif qui va bouger, qui va être turbulent et dérange la classe, on va peut-être plutôt se dire « Ah tiens, il y a quelque chose à creuser » qu'une petite fille qui, non pas parce que son sexe est une petite fille, mais parce que son genre, on lui a dit une petite fille, ça doit être sage, etc., etc. Elle va être hyperactive, mais on va parler d'hyperactivité au féminin parce que ça va être une rêveuse. Et donc, elle dérange pas la classe, donc on n'a pas de raison de s'interroger. Au final, il y a autant d'hommes que de femmes. Et un chiffre important aussi, quand on parle de neurodivergence, on parle, alors selon les études, ça varie, mais c'est entre 15 et 20% de la population. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire qu'il y a 15-20% en fait, de la population française qui est concernée par cette diversité. Et pourtant, en fait, elle est invisible. C'est quoi, en fait, le lien avec le futur du travail et en quoi, justement, on peut aider avec des personnes concernées ? Alors, on sait qu'en France, en effet, on va dire, une dizaine d'années de retard sur les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus au fait de ça. Donc, c'est intéressant dans ces cas-là de se tourner vers eux, justement, pour savoir aussi qu'est-ce qui va nous arriver comme futur potentiel là-dessus. Alors, eux, quand je dis eux, donc c'est États-Unis, mais c'est aussi Canada, aussi Australie et le Royaume-Uni peu après. Ils ont commencé à mettre en place des programmes. Souvent, aux États-Unis, ça a commencé par le sujet de l'autisme. Et après, ça s'est élargi à tous les neurodivergents et neurodivergentes. Et qui était comment on crée des programmes d'inclusion. Donc, pour aller recruter, notamment, parce qu'on sait que, par exemple, le filtre du recrutement, il est extrêmement important. Et ça peut être des personnes qui vont peut-être pas bien le passer, notamment parce que pas les codes. Là, on parle vraiment de normes et de codes. Si on adapte son recrutement, on va adapter aussi les façons de recruter et donc on va avoir des profils plus variés. Et l'intérêt de ça, justement sur tout ce qui est futur du travail, c'est si je passe mon temps en tant qu'entreprise à recruter des profils qui finalement se ressemblent, qui ont peut-être fait les mêmes écoles, qui viennent des mêmes parcours, etc., c'est pas forcément ça qui va m'apporter de la valeur ou qui m'a apporté le fameux out of the box, aller chercher des choses plus loin. Alors que si je vais vers la diversité, et la diversité, quelle qu'elle soit, les études ont prouvé, quand on met autour de la table plus de diversité, que ce soit la diversité de genre, de religion, d'origine, etc., ça crée plus de valeur parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont des expériences, des façons de penser différentes. Là, d'autant plus quand, techniquement, on va dire, le cerveau, pour le dire encore une fois très rapidement, est différent. Donc ça va apporter vraiment ce pas de côté, cette disruption qui va aussi permettre d'aller chercher plus loin. C'est un peu le fait de se dire, prendre dans les différences des personnes, c'est ça qui va faire la différence pour l'entreprise. Oui, ce sera un aspect totalement complémentaire. Moi, j'aime beaucoup ton discours parce qu'il est très positif. Donc, en fait, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui serait atteint d'autisme, qui serait en tout cas concerné par cette neurodiversité ? Quel conseil tu lui dirais ? Parce que potentiellement, je pense qu'il y a un aspect qui est un biais cognitif du cerveau de se dire, en fait, moi, je suis différent, je vais pas pouvoir travailler dans l'informatique, des choses comme ça. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes qui seraient concernés ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a aussi le fait d'être positif. Alors, il ne faut pas non plus nier que dans certains cas, il y a des situations qui peuvent relever du handicap, mais ce n'est pas que du handicap. Donc, c'est ça aussi qui est important à dire. Mais en effet, c'est positif et voilà, il peut y avoir des aspects parfois plus compliqués à vivre pour la personne ou en société. Après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça, et donc qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes. Je pense que déjà, c'est aussi de ne pas s'enfermer dans des carcans, parce qu'on peut aussi avoir tendance à se dire maintenant, parce que je l'entends, alors on travaille dans la data, on est dans les chiffres, on est dans du concret, un truc, il me faut un autiste. Enfin, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on entend parfois en disant, mais parce que ça va être ces façons de faire, ça va être top, etc. Alors que, il y en a qui travaillent aussi dans la communication. Et donc, ça ne veut rien dire à ce niveau-là. Peut-être que dans certains cas, il peut y avoir des appétences ou certaines choses qui vont être plus faciles, mais c'est pas non plus le fait de dire qu'on va sortir des cases pour en recréer d'autres. Donc là-dessus, moi, mon conseil pour les plus jeunes qui sont beaucoup plus ouverts sur toutes ces questions-là, sur comment on peut aussi changer le management, les organisations pour être plus dans l'inclusion au global, c'est de se dire que c'est pas parce que il y a des cases ou des normes d'entreprise qu'on est obligé de s'y plier et qu'on ne peut pas les faire changer. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ça, chaque personne peut contribuer. Les réseaux qu'on a pu créer, le collectif que j'évoquais, que j'ai cofondé, en fait, c'est ça aussi. C'est comment de l'intérieur, des salariés concernés qui, jusqu'à il y a encore peu de temps parfois, n'osaient même pas, parce que c'est très tabou comme sujet. C'est des différences invisibles. Parfois, on se sent pas adapté ou différent tout simplement, un décalage. C'est très compliqué à expliquer parce que ça ne se voit pas. Et parfois, d'ailleurs, on ne peut ne pas le savoir. Donc, c'est de vraiment se dire comment moi, si je suis plus jeune, je peux me dire, ce qui va m'intéresser, c'est aussi de choisir une entreprise qui a cette ouverture d'esprit, qui est vraiment encore une fois, quelle que soit en fait la question neurodivergent ou pas neurodivergent, comment on inclut tout le monde et comment on sort des normes et des cadres habituels pour se dire qu'il faut faire bouger les lignes. Merci beaucoup Mélodie, c'était très intéressant. Vous pouvez en tout cas acheter le livre 15 idées reçues décryptées sur les atypiques du cerveau. Je pense que c'est disponible partout, c'est ça ? C'est disponible partout et quant à nous, vous pouvez retrouver toutes les interviews Work 3.0 sur notre chaîne YouTube.